Aujourd'hui, c'est pas un bon jour avec la pluie. Oui, la pluie depuis le matin. Voilà. Et puis notre saison, enfin, ça, la saison des coïncide aussi avec nos chiffres d'affaires. Quand c'est la saison des pluies comme ça, il n'y a pas de l'affluence comme une. Il faut avoir une bonne surprise vers 16 h. Là, il a plu à Lomé aussi, non? Oui, beaucoup. Il a beaucoup plus plu à Lomé qu'ici. Mais si on a eu une grosse averse, vu qu'on est en bord de mer là, c'est très il y a beaucoup de vent en fait. Et donc ça fait que ça arrache. C'était les travaux qu'on faisait en fait. Normalement je rentre à Lomé, mais là je suis resté hier. Et donc ça fait que bon, c'est pas plus. D'où le petit retard. Excusez-moi pour le. Wow. Je vais me présenter. J'ai eu à discuter avec. J'ai pas son prénom. Qui Michel. Michel. Oui. C'est avec elle que je communiquais. Et je ne sais pas. Ah oui, c'était avec Yves Savadogo. Oui, Yves aussi. Qui a passé le contact là-bas, qui est en France. Abidjan, mais je vois s'il est en France en ce moment. Oui, je pense qu'il est en France aussi. Yves Savadogo. Oui. C'est un Burkinabé. Oui. C'est un Burkinabé. En fait, il organisait la nuit du football africain. Je commence avec Sa Majesté. Oui, d'abord. Ils ont donné un verre à vin. Oui. Merci beaucoup. Exactement. Ok, donc demain matin très tôt. Ok. Demain matin très tôt. Ok, s'il te plaît. Très tôt. Non, pas d'alcool. Je ne bois pas le champagne. Il ne boit pas l'alcool. C'est dangereux pour sa santé. C'est fou ça. Le marabout ne boit pas l'alcool. Merci. C'est un vrai marabout. Les places sont en train d'arriver, je vais me présenter rapidement. Ok. Donc, je suis Lionel Djondo. Je suis un ancien cadre d'Ecobank. On a le siège du groupe Ecobank à Lomé. Et j'ai pris un an sabbatique pour monter ce projet. Et finalement, j'ai démissionné il y a un an. Ça fait 2 ans que je suis à plein temps ici. On est ouvert depuis février 2021. Okay. Donc on a fait 3 ans, bon, on est à la 4e année là. Voilà, donc c'était. Bon, l'histoire est longue, hein, si je dois raconter la création de ce truc. Et, bon, je pense que c'est une bonne expérience entrepreneuriale à partager avec des jeunes entrepreneurs. Donc, bon, à l'origine, tout au début, c'était un projet de. Vous avez vu les pirogues qui sont là? Oui. Il y a 2 sortes de pirogues. Les grandes là, un petit historique sur comment ça marche. Les grandes là, ils pêchent au filet. Ils vont en mer, ils partent une journée. Ils sont une dizaine dessus. Vous avez vu quand les gens tirent les filets, voilà. Eux, ils font ça en pleine mer. Donc, ils partent à 4 h du matin, ils arrivent l'après-midi vers 15 h. Et il y a ceux-là qui pêchent, on appelle ça palangrotte. Palangrotte, c'est une longue ligne avec plusieurs hameçons dessus. Et la différence, c'est que, bon, déjà ça, c'est pas très propre comme pêche, puisqu'ils attrapent tout. Mais ceux-là attrapent des poissons qui sont les plus chers. Le mérou, les carpes, les dorades, c'est des poissons que tu peux seulement attraper à l'hameçon parce qu'ils sont pas loin de rochers. Voilà, donc j'ai fait quelques recherches par rapport à ça. Et l'idée m'est arrivée d'entreprendre dans ça, les pirogues. Une pirogue,
Bon, le nom, hein, c'est un gros nom, amateur. Tu es un propriétaire de pirogue. Donc j'ai acheté, ça vient en général du Ghana. La majorité des équipages de ces pirogues-là sont des Ghanéens. C'est un peuple, c'est des nomades de la mer en fait. Tu les retrouves en Côte d'Ivoire, partout au Bénin, jusqu'au Nigeria. Donc en majorité dans les bateaux, là, quand tu les vois, 80-90% viennent de ce village particulier au Ghana. Voilà. Donc en fait, ils se déplacent en fonction des saisons ou je ne sais pas si je vais vous laisser manger et puis on va continuer. Non. L'histoire est longue, vous allez avoir faim. Donc bon, je vais vous épargner des détails. Et donc je suis allé au Ghana, on m'a expliqué un peu parce que ici, quand tu demandes à quelqu'un de démarrer ce business là, on te dit une pirogue coûte 6 millions. Le moteur, il faut compter 3 millions. Et c'est un business à, disons, à peu près 10 millions. Donc, par pirogue. Donc, tu vas acheter le moteur, tu vas acheter le... Et comment ça marche? Tu dois leur payer l'équipage, en fait, c'est pas tes salariés. Quand ils partent en mer, ils reviennent avec des poissons. La moitié des poissons est à toi. L'autre moitié, tu leur achètes, mais pas au prix du marché. Donc, ça fait que c'est toujours très intéressant. En moyenne, le kilo du Mérou, carpe dorade est à 4500, ça dépend, ça varie en fait, mais pas moins de 4000. Donc ça peut aller jusqu'à 5000 en fonction de la saison. Donc en moyenne, à l'origine, on devait démarrer avec peut-être 100 kg par voyage, par 3 jours. Quand on mer 3 jours, très loin, à 50 km des côtes. Waouh! Ouais, c'est super dangereux. Bon, il n'y a pas beaucoup d'accidents, hein, parce que c'est des gens un peu expérimentés, tout ça. C'est là où. C'est là Exactement. Exactement. Et donc, ils ont commencé. C'était très bien, c'était un bon business. Moi, en même temps, j'étais à la banque, je ne pouvais pas suivre. Je vendais du poisson en fait. Quand ils ramènent le poisson, je me suis dit, je vais compter sur mes relations. Beaucoup d'amis qui ont des hôtels, des restaurants à Lomé. Et la plupart des poissons, il y a un port de pêche à Lomé. Mais les pirogues partent de Lomé pour arriver vers ici, vers le Bénin. Donc ça fait plus de carburant, voilà. Et donc je me disais, mais c'est plus intelligent de commencer par ici. Et c'était pas forcément une bonne idée parce qu'il n'y a pas de port de plaisance ici. Le port de plaisance c'est aménagé de façon à ce que quand tu prends ta pirogue, tu es tout de suite dans la mer. Ici, ils font pas ça aux vagues là. Là encore c'est calme. Donc ça fait qu'il faut vraiment être expérimenté pour pouvoir garer sa pirogue. C'est ça qu'il n'y en a pas autant ici, alors que c'est pas très loin qu'ils vont pêcher. Donc bon, moi j'avais commencé ici, c'est avec le temps que je me suis rendu compte que voilà. On fait qu'en fonction de la saison, tu ne peux pas aller pêcher parce que les vagues sont trop trucs là. Donc on a commencé avec de bonnes quantités, 100 kg par voyage. Donc ça fait par semaine, tu peux avoir 2 voyages. Par 3 jours ils reviennent, voilà. Donc tu peux faire 2 voyages, ça fait 200 kg. Quand tu calcules, ça fait 200 kg fois donc 4000 si tu les vends. Après il faut enlever les charges. Il faut faire le chargement du bateau aussi. Le carburant, ils vont manger, c'est pas grand chose. Le chargement, il faut compter dans les 30 000 maximum. Donc les appâts, on prend des sardines congelées. On les achète, et eux-mêmes ils achètent des appâts, enfin ils achètent. Ils viennent pas avant de commencer à pêcher, ils attrapent les tout petits poissons. Donc voilà, c'est tout un truc, voilà. Donc on a commencé comme ça, et plus ça va, plus ça diminue. En fait, je me suis rendu compte que c'est un business qui n'est pas intéressant parce que tu n'as aucun contrôle sur eux. Ils font du transbordement avant d'arriver. C'est-à-dire que quand même s'il a pêché 100, il va appeler un de ses potes, il va le rejoindre en mer quelque part, il enlève il dit, ah patron, la mer n'est pas bonne aujourd'hui. Hein. Ça fait des chauffeurs. Là. Voilà. Et donc ça fait que franchement c'est un business pas intéressant. Et moi avec le temps, je commençais à me participer. En fait, le moyen de les contrôler, c'est de leur faire peur. Je vais vous remplacer. Je vais me récupérer le bateau. S'ils vivent de ça, on n'a pas de bateau, de pirogue plutôt. Et donc, je les ai menacés, je dis que je partais en mer avec vous, je viens avec vous. Et bon, en général, personne ne le fait. La plupart des armateurs, des propriétaires de pirogues, là, sont des dames qui vendent le poisson. Tu ne les verras jamais aller en mer avec eux. Et puis bon, il y a plein de petites histoires. Ils peuvent te balancer dans la mer pour garder la pirogue. Bon, il y a plein de... C'est dangereux, quoi. Mais en y allant, j'ai pas vu le danger. Tout s'est bien passé. Hein. Quand je suis revenu, que je me suis rendu compte que c'était quand même un peu risqué. Et donc on est parti. J'ai fait 3 jours en mer avec eux. Et c'est pourquoi j'ai été même passé à côté. Je me suis rendu compte que ce qu'ils font là, c'était impressionnant, quoi. Pêcher, tout ça, la passion de la pêche est arrivée comme ça en fait. Tu les vois tirer les trucs. On avait attrapé plus de 100 kg de poissons en 3 jours. Et tu te rends compte que c'est de vrais bandits en fait. Mais c'est pas ça qui m'importait, c'était ce que j'ai vu en fait. Et puis le côté dangereux, c'est qu'ils vont très loin, 50 km des côtes. Ils n'ont pas de radio comme en Europe ou ailleurs où m'aider.
Bah, Médé, à qui tu es? Si jamais même il y avait Médé, est-ce qu'il y a un hélicoptère même qui peut venir? Le seul hélicoptère qu'il y a là-bas, c'est l'hélicoptère du président de la République. C'est toi qui va. Mais c'est quand même un groupe de bateaux qui part 3, 4, 5. Non, ils ne partent pas forcément en groupe. Ils sont très solitaires. Tu peux les croiser de temps en temps en mer, mais c'est très rare. Mais on a le droit jusqu'à combien de kilomètres d'après les lois maritimes? C'est les pêcheurs là, il n'y a aucune loi, hein, personne ne les pêcheurs là, ils vont ils volent, ils n'ont pas de truc. Après ce qu'ils font, c'est qu'ils sont se modernisent. Bon, qui va aller faire la loi? On les surveille un peu parce qu'il y a eu sur notre côté très dangereux avec le Nigeria là, les pirates qui attaquent les bateaux là. Mais bon, eux on les attaque pas, ils n'ont rien à il n'y a pas de problème aussi avec la frontière. Personne ne les embête, il n'y a aucun problème. Aucune limite. Je pense que les États ne sont pas. Tu vas attraper un gars, il a quoi? Du poisson sur son truc, qu'est-ce que tu vas aller gaspiller du carburant avec des bateaux? Du carburant que tu dois mettre pour aller attraper les petits questions là. Tu as déplacé. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ils peuvent employer des gens qui vont aller en mer tous les jours pour aller attraper les petits pêcheurs là. Il n'y a aucune réglementation. Après, au niveau de l'autorisation, est-ce que tu as besoin d'une autorisation pour faire ça? En fait, est-ce que tu peux démarrer? Quand on a démarré, il n'y avait aucune autorisation. Là aujourd'hui, le seul truc qui est un peu, c'est pas contraignant, on leur demande de s'enregistrer. Moi j'avais commencé il y a 5 ans maintenant, 2 ans avant le modèle. Quand on a commencé, il y avait le seul truc que nous donne, c'est de les enregistrer. Ils ont des plaques d'immatriculation maintenant. Il n'y avait pas ça avant même. Donc on ne sait pas qui est qui ou il n'y avait pas de plaque. Aujourd'hui on vous demande d'enregistrer, on leur demande de payer quelque chose à la municipalité. Avant il n'y avait même pas ça. C'était quelques particuliers qui se disaient chefs de ici qui prenaient. Par exemple ici on avait un temple vaudou là. Donc c'est le chef vaudou qui prend les cotisations des bateaux pour leur donner leur bénédiction. Et puis un truc à noter aussi, quand on parle de vaudou ça fait peur aux gens et tout ça, mais c'est un truc qui régit la mer. C'est ces gens, ils vivent de ça et ils y croient et ils sont même des fois plus droits que nous qui nous disons chrétiens ou bien peu importe ce qu'on est. Ils sont droits et prend des règles par exemple où les Européens quand ils vont en mer on dit on ne boit pas. Il y a tout un truc à lire pour que tout se passe bien. Mais eux c'est par rapport à leur croyance. Et on ne boit pas d'alcool, il n'y a pas de piment, des petits trucs, détails. Bon, tu vas trouver ça drôle, mais quand tu réfléchis bien, c'est des trucs qui te disent en fait que tu es en mer, c'est assez dangereux. Il faut être le bon sens. Il faut être vraiment avoir toute ta tête quand tu es en pleine mer. Il ne faut pas être alcoolisé, sinon un accident est vite arrivé. Donc voilà, je ne sais pas où j'en étais dans l'histoire. Donc je suis allé, c'est très bien passé, on a attrapé des poissons et en revenant, mon souci c'était pas de leur dire vous êtes des voleurs. Mon souci c'était, moi-même j'aimerais faire ça, mais bon, je n'irai pas aussi loin que ça. Je vais prendre un petit bateau, un petit, voilà, c'est le premier qui est là, la Miajo, c'est pas la grosse, il y a un tout petit, vous allez voir tout à l'heure. Et que je vais acheter moi-même, je vais aller. Et puis ça tombait bien, c'était la période de Corona. Au boulot, on faisait du 2 semaines. 2 semaines à la maison, 2 semaines au boulot. Et on alternait les équipes. Donc tu avais beaucoup de temps. À un moment, il y avait même un couvre-feu. Je restais sur ma petite truc en mer pour pêcher. Moi, j'avais une canne à pêche, pas comme eux, je ne sais pas comme eux. Et donc je me suis dit, je vais m'acheter une petite chaloupe à motoriser. Et donc j'ai acheté un truc qui était un peu délabré, c'était pas neuf en fait, il n'y en avait pas autant que ça ici. Il faut en commander, ça coûte peut-être un peu cher. Et ça m'a pris 6 mois pour le faire. Donc j'étais très passionné, tous les jours j'étais sur YouTube à regarder comment... Mais en même temps, un truc aussi à savoir, c'est que quand tu veux te passionner de pêche par exemple, il ne faut pas regarder ce que les Français font, c'est pas très sexy. Quand tu regardes les Américains, on dit pêche et tu regardes les Américains, ça te donne... Même si tu n'aimes pas la pêche, tu vas avoir envie de pêcher. Ils sont stylés, les bateaux sont stylés, il y a la musique, il y a les écrans. Et donc j'ai essayé de tuner mon bateau en mettant un écran, des barbes, des trucs comme ça. Voilà. Et l'histoire, c'est que quand on l'a mis en mer le premier jour, tu vois, comme je disais, c'est pas un port de pêche. On a pris la bague et tout est, les écrans, tout était... Et donc j'ai décidé d'abandonner la mer. Donc on va voir ce qu'il y a de ce côté. Voilà. Et à l'époque, en général, on va dire les cadres locaux, très peu de gens sont allés de l'autre côté. Il y a plein de gens qui sont nés même dans la ville, mais qui ne connaissent pas cette partie-là. C'est des mangroves, c'est le lac, ouais. Là, c'est l'embouchure, en fait. C'est le lac Togo, c'est la partie la plus grande du lac. Et tout est, il y a des embouchures, comment on appelle ça? Des rivières qui viennent se joindre à ce lac-là et qui viennent se renverser ici. Et ça vient même du Burkina, de l'affluence. Voilà, il y a plein de petits affluents qui viennent se... Là, on est dans une période de pluie, normalement la couleur ne devrait pas être comme ça. C'est pas la bonne saison, c'est la saison où l'eau est un peu plus
marron, parce que l'eau vient de très loin. Donc ça ramasse plein de trucs sur la route. Et voilà. Mais bon. La limite du lac, c'est ce pont-là. Oh, on n'a pas vraiment des limites. Hein. Le lac, on s'arrête. L'embouchure, c'est ça en fait. Voilà la mer qui est là. Et donc la rivière vient comme ça. Là, comme vous voyez, vous avez vu, le courant vient comme ça. C'est-à-dire que la mer est en train de se retirer. Voilà. Et normalement, quand la mer est totalement retirée, vous allez voir la couleur de la rivière, qui est un peu plus couleur sable. Voilà. Et donc, j'en étais où? Donc, je suis allé là. Et j'étais encore plus impressionné. C'est-à-dire qu'on a des îles, des trucs. J'en ai acheté une. On a plein de trucs qui font que bon, je me suis dit, ah ça va, il faut faire découvrir ça aux gens. Très peu de gens, j'avais fait quelques vidéos, tous mes amis me disaient, mais t'es où, t'es dans quel pays, t'es où, ici. Et c'est magnifique en fait. Et je me suis dit, autant bon, mettre mon bateau en location, bien organiser des petits trucs et faire promener les gens. Parce qu'il n'y a pas grand chose en termes de distraction dans notre pays ici. On n'a pas vraiment cette culture de... Voilà, c'est pas forcément obligé d'attendre que des Yoruba ou bien des Blancs viennent de loin pour venir. Nous-mêmes, on est capable d'apprécier ce qu'on a chez nous. Donc voilà à peu près. Et donc, une fois, bon, l'histoire est longue, je finis avec cette partie. Une fois que j'ai découvert là, je me suis dit, bon, il me faut un endroit pour garer ce bateau. Parce que c'est pas comme les pirogues là qui sont en bois. Quand l'eau monte, ça peut se lancer contre tes rochers, il n'y aura aucun problème. Alors que ceux-là, si tu tournes le truc, tu peux faire couler ta pirogue. Donc il me fallait un ponton. Donc j'ai vu, je suis allé voir la mairie, la maire qui a joué un grand rôle aussi, pour avoir un endroit pour pouvoir mettre mon ponton. C'est le premier truc que vous avez vu là. Ça, le site a beaucoup évolué. Et donc quand je l'ai vu, il m'a dit, bon écoute, moi j'ai un endroit ici, je peux te le bailler, mais tu vas m'arranger tout l'espace ici. Avant tout ici, c'était un endroit vraiment très sale. Il y avait, bon, les gens venaient faire leurs besoins, ou bon, c'était vraiment pas très propre. Donc lui, dans le sens où c'était d'arranger toute cette partie-là. Et on a démarré comme ça. C'était presque vers la fin de Corona. Et ce qui nous a avantagé, c'est qu'il y avait, à l'époque, on interdisait aux gens d'aller dans des endroits un peu fermés. Corona faisait un peu peur, donc les restaurants, ça avait beaucoup de mal. Et comme c'était une nouveauté, on a bien communiqué sur les réseaux sociaux et tout ça. On a eu énormément de monde. C'était impressionnant, c'était bien. Mais aussi avec les carences qu'on avait, c'est pas mon domaine. On s'est entouré quand même de chefs et tout ça, mais c'était pas évident parce qu'on avait eu plus de monde qu'on pouvait attendre. La cuisine était toute petite. Et voilà comment ça a démarré. Et ça a pris une ampleur où aujourd'hui, le site là actuel fait partie des endroits que quand tu dis à quelqu'un, tu vas au Togo, qu'est-ce qu'il y a à faire, on fait partie des endroits à visiter au Togo. Alors que c'est parti de rien. Je suis à l'origine banquier, bon, c'est pas vraiment mon truc quoi. Voilà. Et bon, ça a commencé avec la pirogue, comme je disais. Là j'ai fait ça 2 ans avant de ce truc là. Tu gagnais pas grand chose, on perdait pas non plus, mais je gagnais pas grand chose. Et finalement j'ai abandonné la pirogue. Je vendais plus les poissons, c'était les poissons de ma pirogue qui venaient là. Je me suis rendu compte en fait, normalement quand tu commences ça, tu te dis il faut acheter plusieurs pirogues pour abandonner ces trucs là. Parce que tes pêcheurs, ils revendent tes poissons à des personnes. Mais si tu fais ton truc, tu as d'autres pêcheurs aussi qui vont te revendre des poissons beaucoup moins chers. Donc ça fait que finalement j'ai même plus besoin. La pirogue est encore dans la première pirogue. Et donc je vais prendre un papier parce que j'ai un coup de chaleur là. Je vais vous laisser manger parce que ça va se refroidir. Toutes les pirogues que tu as achetées, tu fais quoi de ça? Non, les espaces, on fait des tours en bateau. Il y a même un truc qu'on organise où vous pouvez manger sur le bateau. Ça peut prendre 25 personnes. J'ai commandé une plateforme là qui me prend encore plus de personnes pour manger à bord. C'est un truc qui marche bien. Ok, donc tu utilises tes pirogues maintenant à d'autres finalités. Exactement. Pour le tourisme. Exactement. Donc tout ce qui était moteur, mes connaissances en moteur pour aller en mer et tout ça, c'est contourner un rôle touristique et générer. Voilà. Et tu continues dans le poisson ou pas du tout? Non, non, du tout, du tout. Moi-même, je ne vends plus ou bien je ne vais plus en bon. De temps en temps, la pirogue est là. Il y en a qui viennent te voir. Est-ce qu'on peut travailler avec toi? Oui. Ouais, louer, voilà. Ça, je peux le faire. Mais bon, c'est pas intéressant. C'est pas du tout intéressant parce que tu en trouves toujours. On a, par exemple, vous avez vu le truc qui est là. C'est un marché de pêche qu'on a fait. C'est un marché pour les femmes. Bon, là aujourd'hui, c'est particulier parce que même l'affluence n'est pas comme on a les dimanches. On a d'habitude des vendeuses de poissons quand les pêcheurs reviennent. Mais comme vous avez vu le temps là, je ne pense pas qu'ils soient allés en mer. C'est un jour particulier. Normalement, quand vous venez dans le jour habituel, vous allez voir, c'est tout un truc autour de cette baie, quoi. Voilà. Et donc, on a construit ça pour eux. On a eu une vente du poisson. Donc, le fait d'être là et
bon, c'est voilà, par exemple des langoustes. Normalement, pour aller chercher des langoustes, c'est des gens qui ont une pirogue spécialement pour aller en chercher. Dans des cages, on les pose. C'est comme des pièges en fait. Voilà. Mais la plupart sont des pêcheurs. Ils ne vont pas chercher des langoustes. Mais le fait que ils savent que tu en as besoin, si une vingtaine de pêcheurs partent et chacun revient avec un, parce qu'en général par accident, il y a toujours une langouste accrochée, un truc là. Donc tu récupères. Chacun vient t'envoyer son truc. Depuis, c'est des prix très loin des prix du marché. La langouste est en ce moment, je crois, à 11 500 le kilo. Mais c'est moins cher hein, par rapport au Bénin et puis au Ghana. Et donc, quand tu es dans le milieu avec les pêcheurs, c'est beaucoup plus intéressant. C'est beaucoup plus intéressant en termes de prix. Donc, pour résumer, l'avantage que j'ai par rapport à n'importe quel autre restaurant, c'est d'avoir la matière première à moindre coût. Des fois, tu viens te donner quelque chose seulement. Et donc, ça fait que quand tu as une dizaine de personnes dans la journée qui viennent te donner des poissons à un prix hors du prix du marché, tu peux te permettre de tout. Bon, après, vu la quantité qu'on fait, on ne peut plus compter sur ces petits trucs-là. On en achète au prix du marché. Mais une partie aussi, voilà. Mais quand tu cumules les deux, ça te fait un prix intéressant au kilo. Voilà. Donc voilà un peu comment on a commencé. Après, je ne sais pas si j'ai sauté des étapes. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on est en train de faire un hôtel. On ira, hein, quand on aura fini le tour en bateau. L'hôtel est assez bien avancé. J'aimerais bien ouvrir pour septembre, ça va être un peu difficile, mais bon voilà. Un hôtel en bord de mer. Voilà, parce que on a beaucoup de demandes de clients. Quand ils viennent, ils te disent ah, c'est bien ton coin, mais est-ce qu'on peut rester ou bien un truc. Il n'y a pas beaucoup d'hôtels dans le coin. Et le coin en fait c'était. Ça, je suis vu tout ce qu'on a là. Il n'y a rien en fait. Tu peux pas. C'est pas exploité. Comme je dis, on est assis sur de l'or, mais on a faim. C'est à l'image même du pays entier ou même du continent. Hein. C'est exactement ça. C'est magnifique. N'importe qui vient. Les gens qui ont fait le tour du monde et quand ils font le tour en bateau, là, tu les vois prendre des photos comme si c'était. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a des choses, mais on ne met pas en valeur. Donc ici, par exemple, ça a toujours existé cet endroit. Mais personne, moi par exemple, je passais, je m'arrête sur le pont avec ma voiture, je regarde, je me dis, prends quelques photos. C'est magnifique. Hein. Tu reprends ta voiture pour l'Omé. Tu vois. Mais depuis qu'on a installé quelque chose. Et avec un truc, tu peux boire du vin. Avant, dans la ville, tu ne peux pas boire du vin dans une bouteille, dans les packs ou dans les petits bars et tout ça. Il n'y avait rien de truc là. Et depuis, déjà, ça a créé des emplois. On paie des taxes à l'État et puis à la mairie. On fait vivre les vendeuses qui n'ont jamais vendu autant de poissons. Bon, en tout cas, je pense que ça a créé quelque chose dans la ville. Et là, l'engouement, elle est plus loin puisqu'il y a de plus en plus de gens maintenant qui veulent commencer à investir ici. Vous avez vu, il y a quelques. C'est pas les miens là, il y a 3 chantiers d'hôtel en cours là. Parce que tu as créé toute cette engouement. Voilà, et donc tout le monde se dit, ah, c'est faisable. Hein. Et puis ils se disent, quand tu viens, normalement, les voitures gardent jusqu'au bout là-bas. Et donc quand les gens passent, ils se disent, ah, le gars a fait beaucoup d'argent. Hein. Et on peut faire aussi, bon voilà, tu vois. Mais tant mieux, c'est une bonne chose. Et la ville, il ne faut pas qu'elle puisse juste avec un restaurant, tu vois. Et je pense que la ville a été construite comme ça. 1, 2, 3 et puis après voilà. Si je comprends bien, toutes les installations des pierres là, les pierres ça n'existait pas, c'est toi qui les as fait? Non, pas tout. Il y en avait un peu, on en a complété. On vous avait complété. Mais le truc des poissons, c'est toi qui l'as fait? C'est moi qui l'ai fait. Ok. Le restaurant, c'est toi qui l'as fait. Et les premiers bateaux qui accostaient, c'est toi qui les as amenés. Voilà, exactement. Quand tu as arrêté, est-ce que les gens ont continué? Les premiers bateaux. Ah, pour la pêche? Oui. Non, il y avait des pêcheurs avant moi. Il y avait des pêcheurs avant moi. Il y avait des pêcheurs avant moi. De ce côté, ici, ils étaient là avant moi. Pour le business de poissons, est-ce qu'il n'était pas intéressant pour toi de ne plus envoyer des bateaux, mais plutôt acheter, puisque tu les connais? Oui, oui. Voilà. À terme, ouais, c'est ça que ça m'intéresse plus. Mon pirogue est garé là quelque part. Non, mais j'ai dit acheter pour revendre, acheter en gros. C'est-à-dire que tu fais un contrat, tu n'as pas de bateau. Oui, ça aurait pu être le cas si j'avais pas eu le restaurant. Si j'avais pas, bon, les gens ne savent pas, parce que c'est. Pour toi, le restaurant est plus rentable. C'est plus rentable. Que d'acheter les poissons en gros. Et aller revendre. Non, c'est du boulot. C'est du boulot. Et puis c'est saisonnier, hein, des saisons où tu n'as pas grand chose. Bon, tu vois, il faut avoir un. J'y ai pensé, mais non. C'est pas que c'est pas bon, mais c'est pas dans ça que je voulais. C'est le taux de rentabilité qui n'est pas bon, ou bien. Pour acheter, revendre. C'est plus compliqué à livrer. Non, la réalité, c'est qu'il n'y a pas assez de poissons. Il y a plus de demandes que d'offres. Et il y a plus de demandes que d'offres. Et ça fait que toi, si tu achètes, tu achèteras au. Bon, l'idée, c'était d'en racheter, les stocker dans la saison où il n'y a plus de mérou, il y a plus de. C'est des saisons. Et plus ça va, et plus ça diminue. C'est-à-dire qu'il y a des bateaux de pêcheurs chinois
qui font nos côtes là. Quand vous parlez de réglementation, c'est surtout eux qui devraient respecter, ou bien nos États qui devraient, c'est les bateaux dont vous parlez, il faut attraper les petits pêcheurs. Non, c'est les Chinois qu'on doit attraper. Et ça arrive de temps en temps. En Côte d'Ivoire, ils ont eu le courage de faire 1 ou 2 fois, mais c'est insignifiant. On les ramène, on leur fait rien. L'ambassade vient, ils donnent un petit truc et puis on les laisse partir. Et ça fait qu'ils sont en train de créer ça qui a plus de saison. Quand un bateau passe, il ramasse tous les petits, les grands et tout ça. Donc ça fait que les saisons sont déréglées. Avant, on avait des saisons par rapport à quel poisson tu les retrouves de août à telle date, de telle date à tel mois. Il n'y a plus vraiment de saison. Voilà. Le désordre dans la mer fait que finalement, c'est pas un business. C'est pas un business. À cause du désordre dans voilà. la mer. Donc quelqu'un qui veut, il peut acheter le maximum et puis bien conserver et puis revendre quand il n'y en a pas. Mais beaucoup de gens veulent du poisson frais. Est-ce que tu vois? Parce qu'on a des bateaux là, les mêmes Chinois ils viennent nous revendre les barques. Ils ont c'est des bateaux usines. Hein. On vous vend les trucs congelés, voilà. C'est illégal qu'on refuse en Europe là. Oui, non, bien sûr. Nos États ne sont pas assez, ils sont même pas équipés. Combien de bateaux et puis est-ce qu'ils ont les moyens de mettre du carburant même? On dit même les policiers n'ont pas de carburant pour aller attraper les voitures. Toi, tu vas mettre carburant pour aller attraper les bateaux en mer. Et ça consomme beaucoup en plus. Et donc, non, ils ont abandonné ce truc-là. Le seul truc que nos gars font au Togo, c'est on a des bateaux pour surveiller. Tu as vu Lomé, vous avez vu. Vous avez regardé un peu la plage, on a énormément de bateaux. Ils ne sont pas forcément tous, ils n'accostent pas tous au port de Lomé. Il y a eu beaucoup de trucs de piraterie ici. Donc ils attendent ici. Quand ils savent qu'il ne va pas, comment dire, décharger son contenu ou à Cotonou ou bien à Lagos, il attend ici. Et ici, l'État investit dans des bateaux pour faire le tour en fait. C'est pour éviter que voilà. Ça, c'est rentable parce que les bateaux, les armateurs payent l'État pour ça. Donc ça, c'est un business plus intéressant. Eux-mêmes vont vous offrir des bateaux, des trucs comme ça pour qu'il y ait une ronde quoi. Ils tournent entre les bateaux, ils sont plein ici là. Certains, la plupart ne vont pas s'arrêter ici. Ils vont à Cotonou, truc. Mais ils ont leurs heures. Cotonou, il dit bon, c'est demain à 8 h par exemple. Donc il sait à quelle heure il va partir d'ici. Il ne va pas l'attendre à Cotonou là-bas parce que plus c'est proche de Lagos, et plus les pirates sont déchaînés. Hein. Donc ils attendent à Lomé ici. Donc c'est un business pour le port de Lomé qui garde énormément de bateaux ici. Qui sont en attente de décharger ou autrement aussi, comment dire ça. Le port de Lomé est, je crois, le deuxième port d'Afrique, hein, contrairement à ce que les gens peuvent imaginer, ce petit pays là. On est le deuxième port d'Afrique en termes de conteneurs. On a un port de transbordement, donc les gros bateaux viennent décharger ici et puis les petits viennent prendre pour dispatcher les trucs là. Et en termes de conteneurs, le Togo est le deuxième, faut vérifier. Et ça, voilà. Deuxième port d'Afrique en termes de conteneurs. On est devant Lagos en termes de. Faut regarder, hein, un truc à vérifier. Et donc voilà, donc on vit beaucoup de notre port là. Voilà. Donc voilà à peu près comment on a démarré. Bon, en termes de chiffres, on fait, c'est pas mal. Bon, ça je peux vous dire, vous n'êtes pas d'ici. Les chiffres, on a commencé la première année, on était dans les 180 millions de chiffre d'affaires. Deuxième année, 250. Troisième année, on est à 300 et quelques. Pour le restaurant seulement. Pour le restaurant, oui, non. C'est vraiment un truc intéressant. Wow. Et d'où justement l'hôtel qu'on fait est autofinancé. C'est le restaurant qui finance l'hôtel. Et comment dire, là maintenant si tu vas aller très vite, tu ne peux pas continuer à autofinancer, mais beaucoup plus de temps. Tu vois, et donc là, bon, là je suis en train de voir pour une facilité. Ça va arriver. Bon, les banques sont. Je suis un ancien banquier, donc je sais les banques sont très trouvées. Et puis bon, j'avais même pas sollicité les banques parce que chez nous, comment ça se passe? Il faut. Toute société qui n'a pas plus de 3 ans est classée comme une start-up. Une start-up, c'est le langage bancaire. Un start-up parce que tu viens de démarrer. Et puis les statistiques dans nos pays, c'est 2 PME sur 3 ferment au bout de. Non, je crois qu'on voit 2 PME sur 3 ferment au bout de 3 ans ou 2 ans. Je crois que c'est 2 ans. Donc les statistiques sont vraiment catastrophiques. C'est pour ça que quand les gens. Moi je suis des deux côtés. Je suis un ancien banquier où à l'époque je défendais les banques. Les gens se plaignaient, les banques ne prêtent pas d'argent. C'est effectivement vrai, on est très frileux. Mais la réalité c'est que. Excusez-moi. Il est malin. Je pense que ça cause aujourd'hui. Contrairement au temps de Sankara, est porté par tout le peuple. Je pense qu'avant, Sankara avait des discours qui étaient trop avancés. C'est même maintenant qu'on ne comprenait pas ce qu'il disait. C'est aujourd'hui qu'on comprend ce que le gars disait. Il était trop avancé.
peux faire une photo de groupe. Oui, bien sûr. On est parti dans l'eau. Ah bon? Oui, mon tout premier à la plage. Tout premier iPhone est parti comme ça. Hein? iPhone 7. Tu as envie de plonger pour aller chercher, mais tu ne peux pas. C'est fini, trop tard. Là, on est en marée basse, donc le truc est un peu. D'accord. Jusqu'à à peu près là où il y a le bois là. Ok. Voilà. Donc, Et en Maroc, on est à ce niveau là. elle est basse. D'accord, parfait. C'est un peu basse, il faut faire attention. Normalement, le bateau est plus haut, mais c'est. Comme je disais, marée basse. On va sur l'île. On s'en va dans une île. C'est du loup, c'est du loup. Il fallait qu'il vienne te porter, apparemment. On va sur l'île. Merci. Aïe, aïe, aïe. Oui, j'ai mal. Oh là là. C'est beau, hein. Un travail pro commence par un pro en SM. Change toute ta garde-robe, remplace tout par SM de la tête aux pieds. Désormais tu t'habilles en SM. Un avenir propre commence par un style en SM. Par un style en SM.